Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, Kinopod tout seul. Aujourd'hui, en direct de Bangkok, je suis votre hôte Jean Weber pour parler d'un film que personne n'a aimé, un film dont personne n'a envie de parler véritablement, car ça a été, comme nous allons voir, un extraordinaire accident industriel, un fiasco historique, légendaire, un film intitulé Joker, Folie à deux de Todd Phillips, 2024. Alors, c'est un film, comme nous allons voir, donc, qui a été une espèce d'affront au monde entier, aux studios, aux fans, à tous les gens au cinéma et tous les gens qui aiment le personnage et qui aiment la mythologie de Batman. Et nous allons étudier ensemble un petit peu pourquoi seul Tarantino, Hideo Kojima, l'extraordinaire créateur de Metal Gear Solid, et Kinopod aujourd'hui, Kino Solo, défendent le film. Mais avant tout, un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube où vous êtes en ce moment avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lenoff. Alors, une autre précision avant que nous ne commencions les festivités, le débat, la cérémonie. Eh bien, n'oubliez pas qu'il y aura des spoilers également aujourd'hui. Alors, si vous avez envie d'arriver frais sur le film, qui est sorti quand même déjà il y a un petit moment, et comme je vous le disais précédemment, que personne n'a eu envie de voir, que tout le monde a fui. Donc, eh bien, comme probablement cette émission d'ailleurs, eh bien, voyez le film avant et revenez ensuite pour le voir, pour écouter ce show, pour regarder ce show en ma compagnie. Mais alors, au début, donc, on a un film en 2019 intitulé Joker, un film de Todd Phillips, on va remonter un petit peu en arrière, qui devient tout d'un coup le plus extraordinaire succès R, qui est cette espèce de méthode de jugement en Amérique qui permet aux gens de savoir quel est l'âge auquel on peut voir les films. Alors R, c'est rating R, comme on dit, et il faut être déjà, je crois, avoir l'âge de 16 ans ou être accompagné d'un adulte, et ce sont déjà des films plus difficiles, plus violents, et donc le film de Todd Phillips est vu comme un hommage au film de Scorsese, en particulier le roi de The King of Comedy, La Valse des Pantins, et bien sûr Taxi Driver, avec ce personnage d'Arthur Fleck, qui s'inspire donc de Travis Bickle et de Rupert Pupkin, et qui est une espèce de loser sublime, et en même temps malade, mental, comme les personnages de Scorsese, et qui tout d'un coup va devenir le clown prince du crime de Gotham, et donc une histoire, une version 70s, une version plus rude, une version plus âpre et rugueuse de la mythologie de Batman vue à travers donc le prisme de la mythologie scorsésienne. Donc pourquoi pas. Le premier film n'était pas inintéressant, avec une grande performance de Joaquin Phoenix qui donnerait donc un Joker, qui donnerait donc plutôt un Oscar, un deuxième Joker après Heath Ledger, un Oscar posthume pour Heath Ledger. Do you want to know how I got these scars? Qui malheureusement donc nous a quittés prématurément, et donc c'est devenu le Hamlet du cinéma américain, le Joker, et chaque grand acteur, chaque acteur tout d'un coup s'essaye au rôle, même si maintenant après le beat de celui-là, on va probablement attendre quelques années avant de voir le retour de l'arlequin de la haine, qui est donc le Joker, créé en 1940 par Bob Kane, Jerry Robinson et Bill Finger. Donc, ils ont mis longtemps, Bill Finger et Jerry Robinson, à être reconnus pardon, pour le personnage. Et Bob Kane s'étant approprié les droits et la parenté de la création de cet extraordinaire personnage qui est un des préférés de Kino Solo, bien sûr, puisque pour la première fois, il y avait tout d'un coup le mal était en couleur, alors tandis que Batman était un personnage très, très noir et blanc, très monochromatique, donc il y avait tout d'un coup ce Joker inspiré par Conrad Veidt, par la carte à jouer, et par tous ces artistes nommés précédemment, qui tout d'un coup créaient un méchant qui deviendrait petit à petit un des personnages les plus importants du cinéma, et une espèce d'emblème bizarrement du 21e siècle, avec plein de gens, à l'époque en particulier du film de Joaquin Phoenix, qui s'identifient au personnage et qui tout d'un coup embrassent sa philosophie d'une certaine manière et font de lui le héros. Tout d'un coup, ce personnage qui était le méchant depuis des années, puisque comme on a vu dans les premières bandes dessinées dans les années 40, il était particulièrement maléfique.
et petit à petit, il s'adoucirait à cause de la censure et du code en vigueur pour protéger les adolescents, qui donc ont fait que Batman n'a plus le droit de tuer, s'est vu tout d'un coup rejoint par le petit Robin, et tout d'un coup, le Joker a commencé à faire des farces et à utiliser des coussins péteurs, alors qu'avant, il utilisait des couteaux, ce que Nolan hommagerait, bien sûr, avec son personnage de Heath Ledger dans l'extraordinaire The Dark Knight. Toujours est-il donc que le personnage du Joker, donc à travers les âges, on va pas faire toute une historique du Joker, mais avec celui de Todd Phillips, donc plusieurs milliards, 1 milliard de dollars plus tard, donc, fait que la Warner Bros. Ne pouvait pas ne pas considérer une suite, bien que Todd Phillips avait dit et avait estimé qu'il avait raconté et dit tout ce qu'il avait à dire dans le premier film. Donc, ce premier film avait fait beaucoup de scandales à l'époque parce que les journalistes avaient dit qu'il allait tout d'un coup allumer les émeutes, les feux à travers la ville avec tous les incels. Alors, les incels, c'est un mot que Kino Solo a appris à l'occasion de la sortie du premier film, qui sont les célibataires involontaires, les incels, involuntary celibate en anglais, et qui sont donc, à la manière d'un Travis Bickle, ces gens qui finissent par tirer dans des écoles malheureusement ou assassiner des gens comme on voit en Amérique. Donc on avait peur que tout d'un coup ça soit le début tout d'un coup d'une inspiration pour toutes sortes de détraqués, comme on avait pu voir à la suite de The Dark Knight Rises, un type qui s'était teint les cheveux et qui avait tué plein de gens dans un cinéma à Aurora, je crois, dans l'Illinois, et qui avait déclaré, quand on l'avait arrêté un peu plus tard, être le Joker. Donc malheureusement ce personnage est devenu une espèce de modèle. Some men just want to watch the world burn. Il y a des hommes qui veulent juste voir le monde brûler, comme le disait Alfred dans The Dark Knight. Une référence qui m'a toujours fait penser à Néron jouant de la harpe en regardant Rome brûler. Donc, le personnage de Joaquin Phoenix fait un énorme succès dans le premier, et il n'était pas question qu'on ne fasse pas une suite. Mais Todd Phillips ne veut pas faire de suite, et tout d'un coup, il reçoit un coup de fil de Joaquin Phoenix qui lui dit « J'ai fait un rêve, I had a dream », à la manière de Martin Luther King, et lui dit « Voilà, il faut qu'on fasse une comédie musicale ». Alors, il faut se méfier de ses rêves quand on fait du cinéma, sauf quand on est David Lynch. Et tout d'un coup, Todd Phillips trouve l'idée très intéressante, ça lui fait peur, donc ça l'excite, et il décide, avec Joaquin Phoenix, de faire même carrément une comédie musicale à Broadway. Un show sur scène, donc plus un film, pour changer de médium et tout d'un coup emmener son film vers une expression artistique qui l'intéresse plus que de ressasser ce qu'il a raconté la première fois. Alors, je crois que c'est le Covid qui met fin à leur rêve de production musicale sur scène, et tout d'un coup, ils se retrouvent donc à repenser le film, et là, c'est là que Todd Phillips, et c'est là où on peut trouver les origines du film et les origines de l'échec du film. C'est que Todd Phillips vient du monde du documentaire, et il a fait un documentaire il y a quelques années qui s'appelait J.J. Allen, sur donc un artiste de punk rock du nom de J.J. Allen, qui était un artiste extrême, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il avait l'habitude de déféquer sur scène et de prendre ses excréments pour les jeter sur le public. Donc un artiste particulièrement monstrueux, qui amuse, qui inspire également le petit Todd Phillips, qui fait designer la couverture, le poster de son film, par John Wayne Gacy, le serial killer qui s'habillait en clown, en Pogo le clown. Et donc, on voit déjà qu'il a un goût pour les clowns meurtriers et pour ce côté, cette éthique punk rock qui consiste à chanter mal, on va voir que ça a son importance de la suite de l'émission, et agresser donc tous les sens de son public, ce qu'il va faire également avec Joker 2. Alors, Joker 2, c'est un film que les gens attendaient avec une grande impatience, inutile de le dire, et les gens pensaient tout d'un coup que Arthur Fleck deviendrait le roi de Gotham, le roi de l'empire criminel de Gotham, et petit à petit construirait cet empire à la manière de la série télé en ce moment sur HBO, Le Pingouin, où tout d'un coup on voit Colin Farrell reprendre son personnage de The Batman de Matt Reeves,
Et je ne l'ai pas vu, mais les gens ont l'air plutôt contents par rapport au Joker, puisque c'est une histoire plus traditionnelle d'un gangster à la manière d'un soprano qui tout d'un coup construit son empire. Alors, les gens auraient voulu tout d'un coup avoir ça, avec en plus le personnage de Harley Quinn, parce que premier camouflé, premier affront au visage des spectateurs américains, c'est le titre. Folie à Dieu. Folie à Dieu. Folie à Dieu. Ils n'arrivent pas du tout à le prononcer, ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire. C'est donc un terme psychiatrique, en français d'ailleurs, en américain également, qui indique, comme pour Bonnie and Clyde ou comme pour la balade sauvage de Terrence Malick, deux hommes ou deux femmes qui tout d'un coup, ou un homme et une femme, comme dans le Joker et Harley Quinn, partent tout d'un coup dans une espèce de randonnée criminelle. C'est pour ça d'ailleurs que Tarantino a été particulièrement touché par le film, parce que ça lui a rappelé Mickey et Mallory, une autre folie à deux avec les Natural Born Killers en d'autres temps. Et donc, ça l'a probablement touché d'une certaine manière, et en particulier cette espèce d'attitude punk de Todd Phillips de ne pas donner au public ce qu'il attend. Il n'y a même pas de Batman. Batman avait 10 ans dans le Joker de 2019. Dans celui-là, il n'est même pas présent. On ne voit jamais la Wayne Mansion. On voit simplement quasiment que deux décors qui sont l'asile d'Arkham et la cour, là où a lieu le procès en fait. Et donc en fait, on pouvait se demander pourquoi le film a coûté 200 millions de dollars, probablement 250. Alors étudions ça d'un peu plus près parce que c'est intéressant, c'est un film qui sera étudié dans le futur. D'après Kojima, d'ici 10-20 ans, il sera réévalué. Mais c'est intéressant de voir ce qui s'est passé exactement, parce que c'était effectivement quelque chose d'historique. Le film, déjà, ce qu'on appelle le above the line, quand on paye les acteurs et les talents, eh bien, coûte à peu près 62 millions de dollars. Donc, on peut compter peut-être 20-25 millions de dollars pour Todd Phillips et pour Joaquin Phoenix, sans compter les points qu'ils ont touchés en tant que producteur, et 12 millions de dollars pour Lady Gaga, donc qui joue tout d'un coup ce personnage de Harley Quinn, un personnage de fiancé du Joker qui est arrivé plus tard dans la bande dessinée, créé même je crois par Paul Dini et Bruce Timm, peut-être même pour le cartoon de Batman, mais en tous les cas c'était cette espèce de psychiatre qui venait interviewer le Joker à Arkham et qui tombait amoureuse de lui, qui tombait sous l'emprise du Joker. Alors c'était fait dans les cartoons et dans la bande dessinée de façon un petit peu comique. Elle l'appelait Pudding et ça avait un côté un petit peu léger. C'était un petit peu le Robin du Joker, on va dire. Donc c'est pas fatalement le personnage préféré de Kino Solo. Mais depuis quelques années, avec Margot Robbie, ils ont essayé, puisque c'est la mode, d'en faire quelqu'un d'un peu plus sombre. Et avec celui-là, ils ont essayé de la rapprocher, et c'est d'ailleurs la seule façon de la faire, d'une disciple de Manson, tout d'un coup, de ces femmes qui écrivent des lettres en prison au serial killer. Eh bien, c'est ce personnage de Harley Quinn dont on va voir qu'elle ne révèle pas complètement ses cartes. Et en début de film, il va s'avérer être un personnage effectivement très négatif pour Arthur Fleck. Alors là où ils commencent déjà à déjouer les attentes des spectateurs, c'est avec cette comédie musicale. Alors, la comédie musicale est un genre qui est tombé maintenant à la manière du western en désuétude en Amérique. Et c'est vrai qu'on sent que Todd Phillips n'aime pas la comédie musicale. C'est peut-être pour ça que Kino Solo a plutôt aimé, car Kino Solo n'est pas véritablement un énorme fan des comédies musicales, à part Hair ou Cabaret pour leur contrepoint sur la guerre du Vietnam et sur le nazisme, et tout le talent de Bob Fosse ou de Milos Forman, référencé également dans le Joker. Mais cette fois-ci, donc une anti-comédie musicale où les acteurs ne chantent pas très bien. Joaquin Phoenix, après avoir fumé 10 000 cigarettes dans la vie et dans le film d'ailleurs, parce qu'il n'arrête pas de fumer des cigarettes dans le film, eh bien, a cette espèce de voix complètement éraillée, une espèce de, euh, de Tom Waits dans les aigus. Et donc, c'est une voix très amateur. Et Lady Gaga elle-même a avoué que pour le film, elle a été obligée de désapprendre tout ce qu'elle avait appris pour devenir une chanteuse professionnelle au fil des années. Et que tout d'un coup, elle avait donc donné une nouvelle couleur. Et c'est ça que les gens n'ont pas aimé, parce que en dehors du fait qu'elle n'a pas grand-chose à faire dans le film, il est vrai qu'on n'a pas
ils ont bridé Lady Gaga, ce qui est dommage, parce que si tout d'un coup elle avait eu un numéro à la Piaf pendant le film, eh bien ça aurait été absolument magnifique. Mais Abracadapod, donc Kino Solo, a été un petit peu moins imperméable à la comédie musicale, parce que effectivement, Todd Phillips a voulu dire au monde que c'était pas bien d'avoir aimé le Joker, le premier. Effectivement, il a été touché et il a été choqué par le message que la plupart des gens ont pris du film, qui est que le Joker n'avait aucune règle et c'est comme ça qu'il fallait vivre. Et en fait, il choisit dans le deuxième film de parler des victimes et de dire que c'est elles qui ont véritablement souffert et non pas le Joker. Et petit à petit, le Joker disparaît du film pour n'être plus que Arthur Fleck dans une espèce de... Comme si tout d'un coup on avait un film sur Jekyll et Hyde et qui choisissait de ne montrer que Dr. Jekyll. Donc c'est une fois de plus une espèce d'affront à son public qui attendait d'avoir du Gotham, du Arkham et du Batman, et qui tout d'un coup se retrouve avec ce petit bonhomme plus proche d'un John Cazale, et qui tout d'un coup se met à chanter avec une voix de crécelle. Donc c'est peut-être un petit peu beaucoup pour les gens qui voulaient véritablement autre chose. Alors, le film est donc cet accident industriel, cet énorme flop dont on a parlé, mais il est extraordinairement filmé. Todd Phillips devient un meilleur metteur en scène de film en film, et à la manière de Paul Thomas Anderson avec Boogie Nights, il recrée des années 70, des années 80 absolument magnifiques, avec une lumière, avec un jeu d'acteurs splendide, et à mon avis, entre d'une certaine manière avec cet extraordinaire flop dans la cour des grands, car il prouve qu'il peut véritablement faire un film qui, à la couleur des années 70, sans ressembler à du Canada Dry des années 70, qui sont beaucoup de ces films qu'on voit qui sont censés se passer dans cette âge d'or du cinéma et qui ont l'air de gens qui mettent juste des pattes d'éléphant et des perruques. Mais donc là, tout d'un coup, on a un film qui existe au niveau du grain de l'image, qui est absolument magnifique et qui a coûté très cher, bien sûr, parce que Todd Phillips a voulu rester à Los Angeles. Il n'a pas voulu aller tourner en Angleterre où il aurait pu économiser déjà une vingtaine de millions. Il a tourné comme Christopher Nolan, c'est-à-dire qu'il a toujours, tous les acteurs en permanence sur le plateau, même les jours où il ne tourne pas. Et a beaucoup, et c'est ça qu'on sent un petit peu dans le film malheureusement, et c'est ça la faiblesse du film aussi, a beaucoup réécrit son film au jour le jour avec un Gaga et Phoenix qui jetaient le scénario contre les murs de leur caravane et réécrivaient le script au jour le jour. Alors parfois ça marche un petit peu moins bien, mais donc le film est une véritable examination des médias cette fois-ci et du système judiciaire américain, un petit peu du système carcéral, mais c'est surtout une façon pour Todd Phillips de dire merde aux fans du film précédent et donc fatalement de se les mettre tous à dos dans cette série de films qui font partie d'une série appelée le Elseworld qui avait commencé dans les bandes dessinées et qui présente un univers parallèle à ceux de Batman, du Batman plus traditionnel. Même le Batman de Matt Reeves est considéré comme un Elseworld. Et je crois que c'est James Gunn avec son Superman qui va petit à petit ramener un Batman plus traditionnel et plus classique. Todd Phillips a dit que c'était les fous qui étaient en charge de l'asile. Effectivement, c'est cette espèce de méthode où tout d'un coup, il n'y a pas de test screening. Il ne montre le film à personne. Il a le final cut. Il n'accepte aucun exécutif sur le plateau. Il devient une espèce de Stanley Kubrick du pauvre avec son film. Et tout d'un coup, c'est dommage, parce que s'il avait fait un test screening, il aurait probablement pu enlever une bonne demi-heure d'un film qui fait près de 2 heures et demie et qui a un ou deux ou trois ou quatre numéros musicaux de trop et qui, en étant resserré, pourrait peut-être être un très grand film. Mais comme dit le Joker lui-même dans The Dark Knight, It's not about the money, it's about sending a message. Ce n'est pas au sujet de l'argent, c'est au sujet d'envoyer un message, donc un message à Hollywood, un message que Todd Phillips est fatigué, il est très riche et il n'a plus envie de travailler pour DC comme il l'a annoncé, mais Kino Solo aime le film parce que justement il essaye des choses au lieu de nous donner une espèce de film plus traditionnel où nous aurions eu un Bonnie and Clyde, ce qu'avait essayé de faire Zack Snyder, mais surtout
Ayer avec Suicide Squad, où on avait une espèce de couple Harley Quinn-Joker qui étendaient leur empire criminel, et bien cette fois-ci, il essaye un truc tout à fait unique. Il se plante beaucoup par moments, mais il réussit à l'aide de grands acteurs comme Brendan Gleeson ou Catherine Keener, donc des gens qui coûtent cher eux aussi, à faire un film qui a se caché les années 70 et qui est bien meilleur qu'on ne l'a dit, donc que Kino Solo vous invite à découvrir. Alors, le film a une musique absolument magnifique de Hildur Guðnadóttir, c'est très difficile à dire, et Lady Gaga a fait un album en parallèle du film qui s'appelle Harlequin, qui est sorti en septembre et qui a dû probablement pas très bien marcher comme le film. Un film qui reprend donc tous les numéros musicaux du répertoire américain, de That's Entertainment à des chansons de Frank Sinatra, du Rat Pack, et qui donc est le contraire du fan service et apporte un regard méta sur le personnage, puisque même à un moment, Joaquin Phoenix se tourne quasiment presque vers la caméra en disant « On vous donne pas ce que vous attendez, pas vrai ?» Et donc Todd Phillips, c'est exactement ce qu'il fait, avec cette espèce de suicide, sinon professionnel, en tous les cas de son avenir avec les personnages de comic book. Et il commence le film et le finit de façon spectaculaire. Alors, spoiler alert, le film commence par un cartoon merveilleux qui rend hommage à l'âge d'or d'Hollywood, un cartoon fait par Sylvain Chomet, qui avait fait et qui avait gagné un Oscar pour les triplés de Belleville. Et bien cette fois-ci, on a un cartoon qui s'appelle Moi et mon ombre, et qui rend hommage aux Looney Tunes de la Warner Bros, magnifiquement dessiné, très violent, plein de sang, racontant l'histoire de Arthur Fleck et de son ombre, le Joker. Toute la fin du film, il y a un ventre un peu mou, donc il y a un début très impressionnant, et il y a 30 minutes de film à la fin qui sont éblouissantes, où tout d'un coup, le Joker est enlevé de la salle de procès après une explosion extraordinaire où on a vu que Harvey Dent, qui était présent, a tout d'un coup la moitié du visage brûlé par l'explosion. Donc, écho, pour les fans, un des rares échos à la mythologie de Batman. Et tout d'un coup, le Joker est kidnappé, il est enlevé, il décide de s'enfuir et il est réintégré à Arkham. Et là, tout d'un coup, un jeune personnage qu'on a vu à travers tout le film, une espèce de Chapman, s'il était Lennon, un fan fou, le rencontre dans un des couloirs. On a l'impression qu'un des gardes s'est arrangé pour qu'il reste seul, effectivement, à la manière d'un Jeffrey Dahmer. On voit que le Joker prend sa propre défense pendant le procès à la manière d'un Ted Bundy. Toujours cette fascination de Todd Phillips pour les serial killers. Donc, le Joker est seul dans un couloir et un jeune homme qui ressemble étrangement à Heath Ledger, un acteur extraordinaire du nom de Connor Story, dont nous entendrons probablement beaucoup parler dans le futur, s'approche de lui avec des yeux émerveillés, j'en bafouille, et lui raconte une histoire drôle. Avant tout d'un coup, à la manière d'un Jeffrey Dahmer, le poignarder sauvagement et tout d'un coup prendre son couteau et en arrière-plan, en flou, se graver le sourire du Joker sur le visage à la manière de Heath Ledger quand il demandait à ses victimes « Do you want to know how I got these scars ?» Donc la boucle est bouclée, tout d'un coup, Joker 2 devient une prequel de The Dark Knight, même si les temporalités ne marchent pas véritablement, puisque le Joker se passe dans les années 80 et le Dark Knight est fermement ancré dans les années 2000. Mais c'est amusant de voir tout d'un coup une espèce de parenté entre les films. Et ça donne une fin très intéressante, très noire, très années 70, où ce petit bonhomme, qui n'était finalement qu'un pauvre détraqué mental à travers les deux films, et c'est ça que nous raconte Todd Phillips, même s'il est un petit peu vague dans les problèmes mentaux que peuvent avoir Arthur Fleck, et dans le propos qu'il a également, et bien tout d'un coup on finit avec ce petit bonhomme qui meurt dans une mare de sang, avec le Joker derrière lui en devenir. Donc une fin très intéressante pour un film intéressant lui aussi, un film très étrange que je vous recommande aujourd'hui. Merci,
On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran cette fois-ci. Kinobond, Kinopod, les Cinébuddies, chers à mon cœur, qui reviennent. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Merci. Point bonus, si vous découvrez d'où vient mon t-shirt, si vous devinez d'où vient mon t-shirt.